Ah ben vous voyez quand vous voulez. Pardon, c'est méchant parce que bon, une fois de plus, je tiens à préciser que c'est pas parce qu'il y a un épisode pour l'instant que je trouvais un peu médiocre que tout d'un coup la série est mauvaise pour moi. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont en mode ouais, t'accroches pas à la série, c'est pas ton truc, je veux dire. Ça va, hein, je suis pas mal du tout pour l'instant. C'est pas non plus ce que j'appelle sensationnel, mais j'avoue que j'attendais un petit peu cet épisode qui me fasse grimper au rideau, si j'ose dire, hein. J'exagère peut-être un peu le trait. Voilà, et on a enfin cet épisode-là, un double épisode qui prend son temps, où on va très majoritairement revenir sur le passé de Virène et du roi Haro, et ben, de tout ce qui s'est passé en fait, hein. Comment ça se fait que nos deux enfants soient orphelins d'une mère au début de l'histoire, comment le conflit s'est mis en place, comment certains trucs se sont posés. Bon, il y a peut-être un détail que je trouve un peu grossier dans l'idée, mais globalement, c'était quand même vachement bien foutu ça. Et ça va surtout se faire à travers le récit de Virène. Alors qu'il se rend donc au Conseil des Cinq Royaumes qui donc se passe pas directement à Kératis. Faut que je vous rappelle de ce nom-là parce que toujours un peu de mal. Donc, grâce à ça, il parvient à sauver les apparences avec le conseil de son royaume. Ça tombe plutôt bien. Et ouais, donc les souverains se réunissent. Donc, il se fait passer pour le régent en attendant qu'Ezran devienne roi, en gros. Et parmi les cinq réunis, il y a la reine Anya, qui est donc une jeune reine de quoi 14-15 ans, un truc comme ça maximum, peut-être même moins, c'est difficile à dire sur le coup. Enfin bref, une jeune fille qui est un peu mal vue au départ par Virène parce que pour lui ce sont des affaires d'adultes et il faut faire un petit peu gaffe. Néanmoins bon, elle sait un petit peu se poser, elle me rappelle un peu la fille dans Game of Thrones, j'ai oublié son nom, là, qui était assez badass sur le principe. Je veux dire, voilà, avec tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai dû gérer, je peux vous assurer que j'ai le truc. J'ai le truc. Sachant que ça fait 9 ans, techniquement, qu'elle est reine. Et qu'elle a été préparée à ça, ça se sent un petit peu. Donc elle le fait bien passer, j'aime beaucoup ça. Donc, Virène présente ses craintes à tout le monde sur le fait que les créatures, les races de Xadia s'en prennent à Karatis, une fois plus, j'arriverai jamais à retenir ce nom-là, qui est c'est grave, ça pourrait se fondre sur n'importe qui et il faudrait s'unir pour lutter contre ça. Globalement, bon, il le présente bien avec un petit moyen pyrotechnique hein, pour la forme, et ça semble convaincre un peu tout le monde, sauf évidemment Anya, évidemment, qui est indécise. Je suis pas sûr encore. Tout le monde est genre, si tout le monde est d'accord, je le fais. Je suis pas sûr encore. Alors Virène s'énerve un petit peu mais finit par se calmer parce que il se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un d'un petit peu sensé et qui va pas non plus se faire avoir par le fait de se faire gueuler dessus. Donc on sent le côté il faut faire ce que je dis mais il faut que je sois un peu diplomate. J'ai un peu de mal mais il faut quand même quoi. Et il va donc raconter l'histoire du royaume 9 ans plus tôt et ce qui a amené donc Anya à être orpheline et Kaloum et Ezran à perdre leur mère. Ça s'est passé donc au couronnement d'Aro il y a 9 ans de ça donc ils disent et ça va être majoritairement le flashback qui va remplir tout l'épisode, le double épisode et super puissant quoi. Déjà vous prenez le temps, c'est cool et on a beaucoup de lore, beaucoup de justifications, beaucoup de moments que je trouve très bons là-dedans. Le couronnement déjà de base montre l'investissement de Virène, le fait que Haro essaye d'être un roi juste parce que il a une espèce de vision dans ses rêves comme quoi la justice se doit de ne pas favoriser ceux qui viennent de tel ou tel milieu, qui ont telle ou telle caractéristique en essence, ce genre de choses. Il a envie d'œuvrer pour quelque chose de ce genre-là. Et sa femme, donc Sarah, sur laquelle on va passer pas mal de temps, qui a son petit caractère, elle aussi, elle
elle est plutôt avec lui, et ils ont une petite dynamique de duo sympathique. On ressent bien l'attirance du couple qu'il fait passer très naturellement. Voilà, je trouve que dans les dialogues, dans le jeu, c'est très bien rendu. Le seul petit souci, je pense que c'est le truc qui se remarque particulièrement quand on a un épisode de cette qualité-là, c'est une fois de plus l'animation, lorsqu'on est vraiment dans des scènes de dialogue simples, où c'est une fois de plus du cel shading un peu saccadé, hein. Ça se ressent un peu quand même. Et c'est vraiment dommage, parce que ça gâche un tout petit peu la force de certaines scènes de dialogue à cet égard-là, mais globalement, c'est plutôt cool. Alors, si je dis quand même qu'on passe du temps sur Arrow, Sarai, etc., c'est que on fait une espèce de mix entre flashback et récit de Viren, parce qu'il y a pas mal de points où c'est clair et net, il pouvait pas être là. Lorsque Arrow a raconté un petit peu le rêve qu'il a fait à sa femme, à moins qu'il ait écouté aux portes à ce moment-là, je pense qu'il n'était pas là. Par exemple, il y a 2-3 scènes dispersées ici là où on sent qu'il pouvait pas être là, mais je pense que c'est pas plus mal dans un sens, parce que ça permet de vraiment développer tout le monde sur cet apport-là. Et puis on peut se dire de façon assez claire, je pense, que ces moments rajoutés de flashback ne font pas partie du récit de Viren. Ça passe tout à fait correctement. Même si ça reste majoritairement du point de vue de Viren, on a un retour sur la fierté d'avoir été peint en portrait avec le roi à un moment donné, ce qui était plutôt sympathique à voir. Et je ne vous cache pas que, ouais, tant qu'à faire, maintenant que j'y pense rapidement, quand je vois un petit peu ce lien un peu particulier entre les deux, qu'on nous ait fait ce dernier dialogue ultra méchant entre ces deux-là dans les derniers instants d'Arrow, je trouve que c'est vraiment, vraiment un gâchis. Quand on voit un petit peu la relation particulière qu'on essaye de mettre en place dans dans ce double épisode. Vraiment, c'est un problème qui s'accentue dans l'épisode 3 de la saison, hein, en voyant ça. Donc, il a le petit problème, Viren, que bon, tout se passe plutôt bien, mais l'hiver arrive. Et quand l'hiver arrive, il y a un petit problème de nourriture, hein, notamment par rapport au royaume des parents d'Anya, qui étaient 2 femmes au passage, donc elles ont adopté, j'imagine. Enfin, dire que c'est ça. À ce moment-là, le droit de naissance, ça marche ou pas? Ou j'imagine qu'il y a une des deux qui est tombée enceinte, ça a été mère porteuse. Enfin, mère porteuse, il y a un donneur de sperme, j'imagine. On va dire que c'est ça, hein. Je pense qu'on va pas s'apesantir là-dessus, c'est un détail. Bref, elles sont venues dans le royaume de Kiradi pour demander de l'aide parce qu'elles n'auront pas assez de rations et il y aura quelque chose comme 100 000 personnes qui mourront de leur côté si on ne les aide pas. Et en voulant être juste, Arrow dit ok, très bien, nous partagerons notre nourriture. Seulement voilà, Viren il n'est pas très chaud à cette idée parce que si on partage la nourriture, il va y avoir des pertes de côté. Il va y avoir 100 000 morts, mais 50 000 d'un côté, 50 000 de l'autre côté, quoi. Et il est quand même partant pour, parce qu'il veut partager la souffrance, et il veut faire en sorte que les choses soient un peu équitables. Et en acceptant à contre-cœur cette décision, il finit par avoir une idée, Viren, avec la magie noire, d'utiliser un cœur de titan de magma pour permettre de contrôler un petit peu la chaleur à proximité et de faire des cultures même durant la période d'hiver où il fera très froid. Il a cette idée-là qui pourrait germer. Alors, je trouve quand même que t'avais pas mieux que le cœur de titan. Je veux dire, c'est forcément le truc qui te venait en tête. Qu'est-ce qui t'a poussé à trouver cette idée-là spécifiquement, mec? C'est la question. Je veux dire, il a une pierre de peau de titan, en gros. Et il s'est dit, ouais, avec ça, j'ai réussi à trouver que si j'avais le cœur du titan carrément, j'aurais le pouvoir de contrôler totalement la météo, quoi. C'est... Comment il en est venu à ça? Ça fait partie des trucs que tu acceptes hein, quand on est dans la magie des ténèbres, comme ils disent, quoi. C'est de trouver comme ça, sans justification, comment marchent les choses. Donc il a trouvé que ça marcherait comme ça, et dit ouais, ça nous aiderait, on aurait de quoi faire des récoltes, et il y aura 100 000 personnes qui ne crèveraient pas.
quand même une bonne chose, hein, 100 000 personnes qui meurent pas, hein, et donc c'est super. Et pour ça, donc il faut quand même aller à la frontière de Xadia, buter un titan, et ça va pas forcément être simple, hein, un titan magma. Et puis bon, le dragon qui protège le coin, il va pas forcément être cool avec ça, hein. Aussi, donc c'est une mission un petit peu risquée, périlleuse. Il y a Saria qui est donc sa conseillère numéro 1 en plus d'être sa femme, apparemment. C'est possible, hein, on peut avoir plusieurs casquettes. Et elle n'est pas complètement pour cette idée-là. C'est une super guerrière au passage, hein, comme sa sœur. Hein. Donc voilà, histoire de dire. Mais voilà, elle n'est pas totalement pour parce que bon, c'est quand même une créature qui a peut-être des sentiments, etc. Et voilà, si détruire une espèce pour sauver une partie d'une autre, est-ce que c'est forcément bien, etc. Elle a des doutes, mais même si elle a des doutes, et il veut quand même, Arrow, sauver le plus de gens possible. Et voilà, tuer une créature, même particulière comme ça, pour sauver 100 000 personnes, j'ai envie de dire, je suis plutôt de son avis, je suis plutôt du côté de Viren, là, hein. Et puis, je le redis, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Viren, c'est clairement pas un gros méchant connard qui veut le pouvoir ou quoi que ce soit. Il a des motivations très compréhensibles. C'est loin d'être juste un gros méchant pas beau attiré par le pouvoir. Et j'apprécie beaucoup cette nuance que vous faites autour de cet antagoniste. C'est vraiment très intéressant ça. Enfin bref, quoi, malgré ces petites réticences, elle accepte de participer à l'expédition pour aller démolir du Titan. En y allant donc avec les parents d'Anya, Amaya, Arrow, Viren et quelques soldats pour faire le change, hein, parce que bon, ils servent pas à grand chose. Va y avoir donc cette petite expédition qui se fera, et ils vont entrer donc dans l'antre un peu magmatique de la frontière, hein, où il fait un petit peu chaud, où ils vont se coltiner le titan de magma, et c'est plutôt cool, hein, vraiment, vous mettez bien l'échelle dans ce combat-là et la difficulté de la chose. Au début, on croit qu'il est un peu mort tout seul. Déjà, je comprends pas pourquoi vous croyez qu'il est mort. Vous pouvez pas juste croire qu'il est endormi, quoi. Je sais pas pourquoi vous dites, ah, il est mort. Non, il peut être juste endormi. Et bon, il croit qu'il est mort, il commence à percer un petit peu, mais il se réveille. Et là, le combat devient un petit peu plus compliqué. Et plutôt fun, plutôt fun. Il y a beaucoup de bonnes chorégraphies. Il y a pas mal d'idées tactiques cool. Par exemple, l'idée d'utiliser une baliste pour vraiment viser l'endroit qui a été déjà un petit peu affaibli et retirer tout ça en forçant la baliste dans un ravin. C'était très cool ça, pour un dernier coup à la fin par Sarai qui lui transperce le truc, qui le tue, et donc ils peuvent lui prendre son cœur. Non, vraiment très créatif, très bien fichu, quoi. Je le redis, l'animation, quand on est dans les scènes calmes, c'est pas fameux, mais lorsqu'on est vraiment dans les scènes péchues d'action comme ça, c'est très bien rendu. Je tiens à l'appuyer quand même. Je trouve que ça pourrait être mieux dans certaines scènes, mais quand on est dans les scènes importantes de ce type-là, vous faites quand même un bel effort. Donc ils parviennent à le battre, ils prennent le cœur, seulement voilà, il y a quelques blessés, dont Amaya. Amaya a été un peu blessée sous l'œil, donc c'est de là que lui vient sa cicatrice. J'avais vraiment besoin de le savoir. C'était super important. Et surtout, il y a un truc que je trouve un peu bizarre. Elle a été blessée à l'œil. Elle est gravement blessée, elle a du mal à marcher. On l'a pas vu être blessée grandement ailleurs, c'est juste, elle s'est pris un sale coup sous l'œil. Et apparemment, ça l'a complètement déstabilisé pour tout le truc. Il y a d'autres blessés aussi. Et on repart un peu sur cette différence de considération de Viren qui est prêt à beaucoup. À sacrifier beaucoup pour le plus grand bien selon lui. On peut laisser les blessés là. C'est plus important de ramener ça au plus vite au château, de façon à sauver la situation au plus vite et faire en sorte que les blessés se cachent, qu'on vienne les aider plus tard. C'est la première chose qu'il a en tête. Mais Arrow ne veut pas. Arrow veut qu'on s'occupe des blessés, c'est très important. Et sait-on jamais, si il avait suivi les conseils de Viren, peut-être que tout serait mieux passé, les savoir. Parce que bon, il aurait pu se cacher quelque part et s'en tirer d'une quelconque façon. Et dans un sens, il y aurait eu il y aurait eu 2 morts importantes au lieu de 3. Si on avait suivi les conseils de Viren. Dans un sens, c'est un peu marrant quand j'y pense, parce que, voilà, en partant du principe que tous ceux laissés derrière auraient été morts, eh ben, les 2 mères d'Anya ne seraient pas mortes.
Parce qu'elles allaient très bien à ce moment-là. Hein, bon, on fait un petit peu le suspense, donc est-ce que c'est à ce moment-là que Sarah va mourir? Parce que c'est clair et net qu'elle va crever, Sarah, et, hein, c'est évident, hein, c'est le truc qu'on attend de voir, quoi. Mais voilà, elle non plus, quoi, elle ne meurt pas tout de suite, quoi. Et tu te dis... Est-ce que c'est pas une sorte de manipulation de Viren? J'ai bien interprété comme ça, de faire croire que, si on avait un peu suivi ses conseils, eh ben les parents de Tania, ils seraient encore en vie. Et à ce moment-là, elle aurait pas eu la vie aussi grave qu'elle a eu, quoi. C'est pas un peu de la manipuler là-dessus? Ça aurait été intéressant d'appuyer ça comme ça, mais... Oui, peut-être que c'est un peu voulu entre les lignes, ça. Ah, en tout cas, ouais, ils doivent donc se barrer en étant beaucoup plus lents puisqu'ils transportent les blessés. Et à cause de ça, ils finissent par être rattrapés par Tonnerre, le roi dragon. Donc, c'est plus difficile à affronter, ça. Il y a les parents d'Anya qui décident de rester derrière pour le ralentir. Et il y a Viren qui, dans un espèce d'élan d'altruisme, se dit non, je ne peux pas les laisser faire ça. Je vais me battre avec elles, utiliser un sort pour le geler un petit moment, malheureusement ça ne suffit pas trop et elles finissent par être balayées. Et lui, assez gravement blessé, enfin... un peu blessé, je sais pas si c'est gravement blessé, je pense pas à ce point-là, mais voilà, blessé de façon à pas pouvoir se barrer facilement, quoi. Et donc Sarah se dit, de son côté, quand même, s'il nous suit pas, Viren, et s'il meurt, on va pas pouvoir faire grand-chose, hein. Bah, quand même, c'est lui qui doit faire le sort et tout, hein, donc il est un petit peu vital le plan, donc je retourne en arrière, et dernière parole qu'elle prononce à son mari, avant donc de partir sauver Viren, de justesse, elles se prennent malgré tout un sale coup du dragon, et je sais pas trop pourquoi il fait plus rien après. Peut-être loupé un détail, je sais pas trop, mais voilà, elle est morte à terre, enfin elle rend son dernier souffle, tandis que Viren se sent très mal d'avoir un peu provoqué cette perte-là. Et une fois de plus, c'est un truc que j'apprécie, c'est pas un gros connard qui va à fond dans ses idéaux et qui s'en fout des pertes, quoi. Il a conscience des pertes et il regrette le coup que ça a demandé de faire ce qu'il a fait. Mais il a réussi, malgré tout, à sauver 100 000 personnes. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Il y a vraiment cette face très nuancée, très grise des motivations du gars, de ce qu'il a fait. Ils ont tué un être conscient pour sauver 100 000 personnes. Un être conscient important, sans doute, mais voilà, ils ont sauvé 100 000 personnes. Les motivations sont parfaitement compréhensibles et j'aime beaucoup le conflit que vous mettez en place par rapport à ça. C'est très puissant. Et donc, avec tous ces sacrifices, ces trois guerrières qui sont mortes en héroïnes et qui donc se sont vues ériger des statues qu'on a vues ou pas avant. Je n'ai pas souvenir. J'espère qu'on les a vues. Il me semble qu'on les a vues au moment des funérailles d'Aro lorsqu'Amelia passait par là. C'est pas impossible. Mais voilà, donc on a érigé ces trois statues. Ce sont des grandes héroïnes qui ont permis à beaucoup de gens de survivre. Elle est très touchée par ça, Anya, lorsqu'elle entend ce récit. Et cela convainc de dire non. En fait, non. La raison pour laquelle mes parents se sont battus, c'est pas exactement comme ça qu'elle le présente, mais je pense que c'est comme ça qu'elle l'interprète. Si mes parents se sont battus, c'est pour sauver le plus grand nombre. Et ce que vous nous demandez là, c'est de sacrifier des centaines de milliers, voire des millions de soldats dans une guerre. Et c'est un peu en contradiction avec ce qu'elles ont fait. Je pense que c'est un peu comme ça qu'elles le voient. Même si du point de vue de Viren, ben, je dis n'importe quoi en fait. Parce que s'ils se battent pas, tout le monde mourra. C'est toujours pareil, de son point de vue, il y a toujours des pertes acceptables. Et c'est une fois de plus de son point de vue. Il ne pense pas à chercher la paix. D'ailleurs, les quatre autres se foutent royalement de chercher la paix. Hein. Enfin, Anya, peut-être qu'elle y songerait un tout petit peu au bout d'un moment, mais les trois autres rois, enfin, je pense pas. Je pense pas qu'on aille très loin par rapport à ça. Et donc, après ce refait, bah, il commence à montrer un peu ses vraies couleurs et à s'énerver un petit peu. Allez vous faire foutre, vous verrez un petit peu ce que ça causera votre indécision, bande de connards, et il se barre. Donc, ce besoin de rallier les autres royaumes, c'est pas aller plus loin, et est-ce que ça ira plus loin, ces personnages-là? Je pense que avec
l'importance qu'on a donnée à Anya, ça me surprendrait qu'on la voit pas plus. Ça me surprendrait beaucoup. Je sais pas exactement comment on la réintroduira, mais bon. Le problème avec ça, quand j'y pense quand même, c'est que malgré tout, les quatre autres royaumes, je trouve qu'ils sont un peu lâches sur le principe. Le fait qu'ils disent non à la guerre, ok, mais qu'ils soient en mode ok, on laisse faire et on reste dans notre coin, sans aller plus loin que ça, sans se justifier plus que ça, je trouve que c'est un peu vache de leur part, quoi. C'est très lâche. Et c'est bien, ce serait bien d'appuyer un petit peu ça par la suite. De dire que, ok, on va pas participer à une guerre, très bien, mais ne rien faire, rester dans notre coin, à profiter, on sait jamais, on n'aura pas de problème. C'est pas non plus GG non plus. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas un problème, ça appuie des trucs qui pourraient être intéressants par la suite. Qu'on se comprenne bien, à chaque fois que je fais une remarque, il y a souvent des gens pour dire « Ah non mais tu vas voir, c'est bien par la suite, sans doute !» C'est quand je dis que ça pourrait être cool de faire, de rebondir sur tel truc par la suite, ça peut être cool de rebondir sur tel truc par la suite. C'est pas une grosse critique, au contraire, ça peut même être positif si ça va mieux par la suite. Et c'est tout ce que j'espère. En fait, il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais que ça rebondisse par la suite parce que cette mise en place était cool. Et oui, tout ce double épisode flashback qui représente quoi, 80% de l'épisode, hein, on va dire 75% de l'épisode, c'est vraiment centré autour de ce flashback-là. C'est très très cool. Très bien fait, ça donne beaucoup plus de relief donc au lore qui manquait un petit peu, je vous cache pas, donc j'apprécie beaucoup ça, c'est très très bon. Et à côté donc va y avoir quand même notre groupe de héros qui vont avoir un peu de temps sur eux. Pas tant que ça, on va plutôt passer du temps sur le flashback comme je l'ai dit, mais on va passer un peu de temps sur notre groupe qui est donc en mer, en direction de la baie qu'ils recherchent. Et en patientant, il y a Ezran qui sera en super communion avec son dragon, mais genre, ils dorment, ils font exactement les mêmes mouvements. Ok, il y a un truc magique là, j'ai l'impression presque. J'imagine que c'est le fait qu'il parle aux animaux, il peut être en communion avec leur esprit, donc lorsqu'il rêve, il rêve la même chose. On va dire que c'est ça. C'est pas juste une grosse blague sans intérêt. Et oui, Trapote, il est un petit peu jaloux, hein, il est un petit peu, il a un petit peu mal hein, que son maître, il joue plus avec lui, quoi, et il veut passer du temps avec quel homme. Dans un moment un peu mignon, je le reconnais, pour une fois qu'il sert un petit peu à quelque chose, ce batracien, je veux dire autre chose que là, je fais des lumières qui aveuglent, quoi, ça fait plaisir. Donc, il y a Callum qui se retient de lire la lettre laissée par son beau-père. Et il a ce moment très joli où il dit « ce sont les derniers mots que j'aurai de lui en fait ». Une fois que j'aurai lu la dernière phrase de cette lettre, il n'y aura plus rien et ça me fait peur et j'ose pas. Et c'est très compréhensible, ça me rappelle pas mal un truc dans la série Monk où dès le départ donc la femme de Monk est morte et il y a une cassette qu'elle a laissée derrière qu'il n'ose pas revoir tout de suite, il ne veut pas la voir tout de suite parce que c'est la dernière fois qu'il l'écoutera quoi et c'est assez joli cette façon de le présenter, mais malgré tout il se dit qu'il faut quand même y aller. Il ouvre le seau et il lit ce discours d'Aro qui est un peu niais à 2-3 moments, un peu classique, mais plutôt efficace malgré tout. Hein. Le côté le plus important, ce n'est pas la force, mais l'amour. C'était un petit peu gros, mais il y avait quelque chose de joli dans l'idée de pas vouloir toujours reposer sur la force et de savoir s'ouvrir aux autres, c'est un petit peu le principe. Et il lui fait part du fait qu'il y aura toujours ce mensonge de croire que dominer, c'est forcément la meilleure chose, qu'il a toujours un peu regretté d'être distinct avec lui parce qu'il ne voulait pas remplacer son père à un certain degré, et il a un petit peu envie de lui envoyer des ondes positives, alors qu'il n'est pas sûr si il va y passer ou pas, puisque c'est l'attaque des elfes de la nuit, je rappelle, à ce moment-là. Et le dernier secret qu'il lui dit, parce qu'il dit un petit truc pour terminer, et tu sais qu'il y a un secret au chalet où vous deviez vous rendre, c'était cette fameuse rune cube qu'il a. Ça tombe bien qu'il l'ait pris, hein, c'est une bonne chose, et apparemment c'est
une rune, une clé d'Aravos ou un truc comme ça. Je crois que j'ai noté en plus. Aravos, punaise, je l'ai bien dit. Un espèce de mage puissant qui représente un des grands, un des grands éléments de la magie. Et je pense que peut-être, c'est pas impossible que ce soit le gars avec la peau, la peau univers qu'on voit, qu'on a vu à quelques reprises. Mec que je pense on va revoir très vite, parce que en ayant dit au revoir à cette possibilité-là, lorsqu'il dit ouais ok je vais réunir les souverains des autres nations pour lutter ensemble, il va se dire ah bah ok ça marche pas, bah, je vais partir sur l'option B et parler à ce type-là. Et ce type-là, maintenant que j'y pense, là, c'est le même qu'on voit ouvrir le parchemin à l'intro de la série, depuis l'épisode 1. Ce qui est plutôt cool, donc ça montre que ça va vraiment être quelqu'un d'important. Ça, je m'en doutais un petit peu, hein, ça se sentait que ça allait être un type important, donc je suis impatient de voir comment ça va traiter ça. Enfin bref, ça se trouve, à Arvos, ce sera pas ça, hein. Et donc, ouais, est-ce que cette espèce de cube, c'est pas juste un cube qui indique l'élément qui est à l'intérieur des gens ou quoi que ce soit, ça serait une sorte de clé. Et donc, oui, ça pourrait être un petit peu important. Ouh. Donc, c'est plutôt cool, bien fichu aussi, émotionnellement bien rendu, l'épisode émotionnellement très bien rendu. Même au niveau de Rayla, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de Rayla, elle a une discussion avec le capitaine qui s'appelle Avast, truc comme ça. Et elle dit qu'elle est assassine, elle dit pas que c'est une elfe, bien sûr, elle dit que c'est une assassine, et elle n'est pas sûre si elle veut être assassine ou pas, parce qu'elle n'a pas vraiment tué quelqu'un pour l'instant, et le mec lui dit que la vie c'est comme une rivière, il faut savoir où on veut se rendre, et une fois qu'on sait où on veut se rendre, même si on n'est pas sûr de ce qu'il y aura sur le chemin, eh ben on sera sûr de quelque chose quand même. Et c'est plutôt joli la façon dont il le dit, j'ai pas très bien dit, j'ai pas très bien rendu, ce qui lui donne un peu plus confiance. C'est un moment un peu joli, qui donne un peu de profondeur au gars qui, de base, est quand même majoritairement un peu une blague. Ah, c'est juste l'excuse, ah, je suis aveugle, ça tombe bien comme ça, je ne vois pas que tu es une elfe. Hein. Ça va un peu plus loin que ça, c'est un peu cool, au moins cet écart-là. Donc, ouais, il y a ce moment où je trouve que ça aurait été parfait à faire pour moi, mais bon, où il va dire à son frère qu'il l'aime, et il ne lui dit pas que leur père est mort, enfin que son père est mort. Et je pense que ça aurait été le moment parfait pour le faire. De dire, ok, tu sais quoi, il faut pas te le faire tant qu'il est chaud, notre père, notre père est mort, le roi est mort. Ça aurait été cool d'aller jusqu'au bout de l'idée, que cette lettre lui donne le courage de lui dire ça. Je pense que ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais j'imagine qu'on peut garder ce drame-là pour plus tard. En tous les cas, ça reste très joli, très beau, et ça se termine sur un petit cliffhanger, puisque alors qu'ils arrivent, la Terre est en vue, il y a une sorte de forme d'ombre dans les nuages qui a l'air d'être dangereuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le petit cliffhanger, on verra ce que c'est l'épisode suivant. Excellent double épisode, qui mérite un pouce levé. Comme je l'ai dit, il y a 2-3 détails qui auraient pu être un tout petit peu mieux faits, mais globalement, c'était très efficace, très bon. Voilà, j'apprécie le fait qu'on mette plus en avant le lore de façon bien fichue comme ça donne plus de profondeur à Viren, ça donne beaucoup plus de profondeur à la plupart de nos personnages, c'était excellent. Donc, très très bon, et j'espère qu'on aura plus des comme ça. A bientôt pour l'épisode 7, bye!